suis le docteur Prince Bénécris, écrivain, penseur et homme politique. Je viens à vous à travers cet élément pour partager quelque chose de très important sur la nature du pouvoir politique en Afrique. Il y a de cela plus de 60 ans aujourd'hui, l'Afrique célébrait ses indépendances. L'Afrique entrait dans l'effervescence de la liberté. Partout en Afrique, dans tous les pays, on a entendu des chansons, des célébrations qui célébraient l'âge d'or de l'accession des Noirs à la magistrature suprême, sinon à la souveraineté. Reconnus comme étant des pays souverains, les pays africains se sont lancés dans la dynamique de reconstruction, sinon de redynamisation de l'identité du peuple. C'est vrai que cette Afrique avait rêvé l'indépendance. C'est vrai que cette Afrique s'est battue pour recouvrir sa liberté. Mais 60 ans plus tard, l'on s'interroge sur la nature de cette indépendance acquise au prix du sang. Pour beaucoup de pays, l'indépendance était le résultat d'une suite de luttes acharnées pour reconquérir sa dignité d'homme. L'Afrique était assujettie par les colons. L'Afrique était sous la domination de l'Occident. C'est les peuples venus du Nord qui sont venus au nom de la civilisation assujettir le peuple noir, détruire les cultures locales et imposer la culture du dominant. Cette Afrique s'est cherchée, cette Afrique s'est battue pour conquérir son indépendance. Mais pendant que les Africains se battaient pour recouvrir leur indépendance, les chancelleries mettaient les mécanismes en place pour pouvoir contrecarrer les révolutions. C'est ainsi que nous pouvons parler de plusieurs types d'indépendance en Afrique. Ce qui demeure évident, c'est que ces indépendances furent des indépendances de la lettre et non dans les concrets. Parce qu'aujourd'hui, nous parlons du néocolonialisme, c'est-à-dire la récupération par l'ancien colon de la situation et la pérennité de sa domination à travers une élite corrompue qu'il a placée à la tête de ces pays. Vous vous souvenez alors de l'arrivée de M. De Gaulle en Afrique, lorsqu'il a proposé les indépendances aux pays jadis colonisés par la France. Il avait une formule célèbre. La France ne veut pas vous empêcher de vous développer. La France ne veut pas vous empêcher de vous émanciper. Nous vous donnons cette indépendance. Mais souvenez-vous, en 1958, Sékou Touré se lève et émet une phrase devenue célèbre partout. Les panafricanistes les répètent à souhait. Nous préférons la pauvreté dans la dignité que l'abondance dans l'esclavage. C'est-à-dire que Sékou Touré avait compris que ce que proposait De Gaulle, ce n'était pas vraiment de l'émancipation, ce n'était pas vraiment de l'indépendance. C'est-à-dire nous acceptons de ne plus représenter vos États, vous pouvez alors prendre place, mais seulement vous diriger selon nous, selon nos pensées, selon nos modèles. Et c'était ça l'indépendance du maître. Aujourd'hui, plus de 60 ans, ces deux clichés se battent et se combattent en Afrique, même au sein de l'Union africaine. Il y a des pays dont l'indépendance peut être contestée parce que si nous regardons dans la réalité, ce sont des valets locaux qui sont établis à la tête de ces pays et qui continuent de jouer les jeux du colon, qui continuent alors de servir les intérêts du maître. Peut-on donc dire que l'Afrique est indépendante? Telles sont des questions que nous nous posons à longueur des journées. Lorsqu'en 1961, le père fondateur de l'Organisation de l'Unité africaine se sont réunis à Casablanca pour jeter les bases. Les bases étaient claires. Le non-alignement, la souveraineté de l'Afrique et alors l'affirmation de notre identité sur le plan culturel et sur le plan systémique. Cette conférence de Casablanca est inspirée d'une autre conférence de 1956, ce qu'on appelle la conférence de Bandung, où
ce qu'on appelle abusivement le tiers-monde, a décidé de s'émanciper et de se libérer de la colonisation. Il fallait à tout prix rester neutre, c'est-à-dire ne pas être aligné sur l'un des blocs opposés qu'était l'Occident ou le bloc soviétique. Il fallait affirmer la souveraineté des États et leur donner leur indépendance réelle sur le plan politique. Malcolm X distinguait au temps de l'esclavage des Noirs en Amérique deux sortes de Noirs. Il y avait les Noirs des maisons, il y avait les Noirs des champs, c'est-à-dire les esclaves des maisons et les esclaves des champs. Pour Malcolm X, les esclaves des champs étaient les esclaves qui étaient les plus brimés. Les esclaves des champs, ce sont eux qui produisaient les richesses du maître. Ils étaient abandonnés, ils étaient brisés dans leur dignité, dans leur fierté. Ils n'avaient pas de droits, ils ne pouvaient pas revendiquer quelque chose parce que simplement le maître imposait sa dictature. Ils étaient exclus, reculés. Pour les esclaves de champ, l'objectif était de reconquérir leur liberté. L'objectif était vraiment de parvenir à une identité propre aux Noirs. Retrouver leurs racines anciennes et affirmer leur identité. De l'autre côté, il y avait les esclaves des maisons. Les esclaves des maisons, c'était ceux qui étaient assimilés. Ce qu'on appellera dans les années 54, 50, 60, ce qu'on appelait les évolués africains, qui parlaient les langues du maître, qui mangeaient sur la table du maître, qui s'habillaient comme le maître, qui s'affectionnaient de main du maître et de la vision du maître. La vision que le maître avait de cette race de dominés. Et donc, c'est parmi cette sorte de noirs que le maître recrutait ses collabos, ses indiques, ceux qui pouvaient lui donner des informations sur les autres qui se rebellaient et qui se révoltaient pour reconquérir leur indépendance. Les esclaves des maisons représentent une grande partie de l'élite africaine qui dirige aujourd'hui les États africains. La caractéristique fondamentale de cette élite, c'est qu'elle est recrutée dans des loges, ce qu'on appelle les maisons occidentales, les loges occultes. Et donc, ces élites sont formatées et conditionnées à répercuter la vision occidentale du monde. Et même à la tête des États africains, cette élite est incapable, en dépit des innombrables ressources qui regorgent le continent africain, d'impulser le développement et de répondre valablement aux aspirations profondes du peuple d'Afrique. C'est cette élite, malheureusement, qui a engagé l'Afrique sur la voie de ce qu'on appelle aujourd'hui les démocraties, les républiques, une vision totalement occidentale de la société, pour ne pas dire une vision occidentale du monde. Lorsque nous avons accédé aux indépendances, l'élite africaine n'a pas compris qu'il fallait retourner en arrière, qu'il fallait s'identifier à nos racines culturelles et traditionnelles pour pouvoir redéfinir notre société et aller donc vers le monde moderne. C'est vrai que l'exigence de la modernité s'est imposée, mais il n'y a pas eu un travail à la base pour pouvoir redéfinir les contextes du pouvoir, les modes de dévolution du pouvoir, qui devaient répondre aux aspirations profondes des peuples d'Afrique et qui devaient correspondre aux mœurs du continent africain, ce qui n'a pas été le cas. Par contre, puisque la majorité de cette élite sortait de l'école occidentale, n'avait que les connaissances qui émanaient de cette école, alors que cette école était l'objet de formatage de l'esprit africain, cette élite s'est rapidement jetée sur le terrain de la démocratie, sur le terrain de la République. Et lorsque nous revenons en arrière, nous nous rendons compte qu'il y a un déphasage total entre les sociétés traditionnelles de l'Afrique profonde et la société dans laquelle nous vivons aujourd'hui. Toutes les valeurs sont diluées. Toutes les valeurs aujourd'hui africaines ne représentent plus rien parce que simplement l'homme africain a besoin de se déraciner davantage et de ressembler au maître. L'esclavagisme des maisons est devenu donc la réalité concrète de l'espace public africain. Voilà pourquoi cette Afrique a du mal à décoller. Le travail devait être fait par des intellectuels et l'Afrique profonde
devait s'exprimer à travers les institutions de référence, l'État et toutes les autres institutions qui le représentent. Ce qui n'a pas été le cas. Parce que souvenez-vous, les premières constitutions des pays africains ont été calquées sur les constitutions des pays européens qui ont colonisé l'Afrique. Et donc, ces constitutions ne devaient pas organiser un cadre où s'expriment les valeurs africaines, mais plutôt les valeurs européennes, parce que c'était du plagiat. Et ce mimétisme qui caractérise les esclaves de maison à la tête de nos pays a lancé l'Afrique dans une impasse totale. L'Afrique, en dépit des innombrables ressources qu'elle regorge, est incapable de s'affirmer dans les concerts des nations. Aujourd'hui, il faut revoir les modes de dévolution du pouvoir. Aujourd'hui, il faut libérer l'Afrique systémiquement, parce que le plus grand problème de l'Afrique, c'est la dépendance systémique du continent. Voilà pourquoi ce continent n'est pas une terre favorable à la paix et à l'émancipation du Noirs, mais plutôt à l'exploitation sauvage des ressources du continent par l'étranger. Que doit-on faire donc aujourd'hui? L'Afrique doit retourner à ses racines. L'Afrique doit s'inspirer des sociétés qui ont prévalu, qui ont dirigé l'Afrique avant la pénétration occidentale. L'Afrique doit s'inspirer du royaume du Congo, de l'empire du Mali, de tous les empires et royaumes qui ont dirigé cette Afrique noblement, avec des traditions fortes, avec une école de pensée qui prévalait et qui maintenait cette société afin qu'elle ne puisse pas se pervertir. Aujourd'hui, nous devons réparer ces torts causés à l'Afrique par l'impérialisme, en favorisant l'émergence d'une élite panafricaine à la tête de nos pays. Aujourd'hui, nous devons changer de paradigme si nous voulons que l'Afrique puisse se développer. L'élite qui dirige l'Afrique aujourd'hui est un frein à l'émancipation du continent. N'oubliez pas que le panafricanisme n'est pas un combat racial. Le panafricanisme ne lutte pas contre un peuple ou une race. Les panafricanistes combattent le système de domination de l'homme par l'homme qu'impose l'Occident à l'ensemble de la planète Terre. Le panafricanisme est conscient du fait que sans l'universalité, sans la civilisation universelle à la base, qui valorise l'homme et qui met l'homme au centre des préoccupations, le monde sera toujours déséquilibré. Il faut donc revaloriser l'homme. Et tout homme, peu importe la couleur de sa peau, il faut remettre sur la place publique les valeurs, le sens du bien commun, le sens de l'intérêt général et amener à la tête de la direction de nos États des personnes moralement pures et qui sont capables de défendre ces valeurs. Les combats du renouveau panafricain s'appuient sur les principes énoncés par Emery Patrice Lumumba. Il a dit « L'indépendance du Congo n'est pas un don de la Belgique, mais un droit fondamental du peuple congolais. » Nous paraphrasons cette phrase. L'indépendance de l'Afrique n'est pas un don de l'impérialiste, mais un droit fondamental du peuple africain. Que partout en Afrique, le peuple se lève pour reconquérir la souveraineté de leur pays. Que partout en Afrique, le peuple se lève pour imposer à la tête de leurs États une élite capable d'incarner la grandeur de leur pays et de répondre valablement aux aspirations profondes du peuple. En plein XXIe siècle, c'est inadmissible que nous ayons encore à la tête de nos pays les esclaves de maison qui continuent de servir le maître au détriment du plus grand nombre. Voilà pourquoi nous appelons la diaspora, nous appelons les Africains du monde entier, nous appelons le peuple noir partout à porter ces combats, à défendre l'Afrique et à contribuer à l'émergence de ces esprits, de ces étoiles qui vont briller pour enlever l'obscurité qui couvre le continent africain. L'image que le média mainstream vend de l'Afrique est négative. Nous devons avoir des médias qui font la promotion
de l'Afrique profonde. Si nous étions esclaves d'une formule imposée par l'impérialisme, déjà l'Afrique consomme ce qu'elle ne produit pas et produit ce qu'elle ne consomme pas. Nous devons changer les paradigmes. L'Afrique doit apprendre à consommer africain. Lorsque vous voyagez à travers le monde, vous vous rendez compte que le peuple du monde vit de leur culture et de leur tradition et valorise les schémas culturels qui leur sont propres. Arrivés en Chine, les Chinois parlent les Chinois. Les Chinois ont une culture. Et même l'architecture en Chine représente leurs propres valeurs. Quand vous allez en Russie, pareil. Quand vous allez dans le monde arabe, c'est pareil. Mais quand vous arrivez en Afrique, c'est carrément du mimétisme. C'est carrément le visage pâle d'un occidentalisme mal interprété qui continue de gangréner la société africaine. L'Afrique est devenue un monde sans identité, un monde sans repère et sans visage. Il faudrait que cette Afrique-là puisse être reléguée au passé. Il faut faire émerger de la profondeur l'Afrique réelle. L'Afrique dont on parle dans le média n'existe pas. Nous devons parler de l'Afrique qui existe, l'Afrique qui produit, l'Afrique noble. Le temps est venu pour que l'Afrique puisse se relever. Et ce temps, c'est maintenant. Focus, votre mission de conscientisation des masses. Focus.